à toutes et à tous. Merci d'être là pour la 4e séance de notre séminaire Envers derrière l'écran saison 2017. Un séminaire qui cette année est itinérant. Ce soir, nous sommes donc nous sommes ici grâce à l'Institut Henri Poincaré. Donc je me fais une joie de remercier l'Institut Henri Poincaré pour avoir épousé notre projet. Et je m'en doute que ce n'est que le début d'une très très longue collaboration. Je me dois de remercier nos partenaires logistiques sur Paris, Numa et l'espace 71, ainsi que nos partenaires scientifiques, nos amis de Montréal, notamment la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, dont le titulaire est Marcello Vitali Rosati, et les centres de recherche interuniversitaires sur les humanités numériques, dirigés par Michael Sinatra, et encore le laboratoire Théolinon, qui est attaché à la chaire de recherche. C'est avec eux qu'on a conçu et façonné tout au long de ces 4 ans ces séminaires. Je remercie vivement Dominique Cardon d'être avec nous. C'est la 3e fois que nous avons le plaisir de l'accueillir dans notre séminaire. Je te remercie surtout, Dominique, d'être venu, malgré la chaleur de l'après-midi, en chair et en os, alors que tu aurais pu envoyer l'hologramme qu'ils t'ont fait à la Cité des Sciences. Ah oui, donc non, merci beaucoup d'être là en chair et en os. Il n'y a pas de raison de présenter, je crois, Dominique Cardon, et donc je ne les fais pas, alors que parfois on dit pas besoin de les présenter et on les présente. Donc je ne vais pas dire qu'il est l'auteur de la démocratie Internet, je ne dirais pas qu'il est l'auteur, entre autres, de Aquarelle, les algorithmes, et avec Antonio Casilli de Digital Labor. Notre école suit ses recherches, ses travaux depuis pas mal d'années, et donc c'est une occasion extraordinaire pour nous tous les éthiciens, et en général pour notre public de ce soir, qu'on remercie encore d'être là, de pouvoir suivre son discours et donc se confronter avec lui. Merci encore, Dominique, je te laisse la parole. Merci. Merci Pépé. Alors je parle comme ça, là, Normalement il y a un micro, alors voilà, normalement ça va là, voilà, comme ça. Hein. Voilà, donc. Bon, merci Pépé, bonsoir à tous. Je suis un peu ennuyé parce que c'est un plaisir toujours d'être là, mais du coup, ma crainte c'est toujours de radoter. En fait, je radote énormément en fait. Donc, alors, je sais que vous n'êtes pas la même génération que la fois dernière, sauf certains, donc je vais... Et puis on est dans une configuration qui ne ressemble plus à la gaieté lyrique où on avait vraiment le sentiment de discuter. Donc là, je me retrouve dans la situation de causer. Donc je vais vous faire une causerie. Je vais essayer de ne pas dire la même chose, tout à fait la même chose que la précédente fois. Et du coup, ça va peut-être vous sembler être un petit peu en vrac, mais ça laissera des pistes, enfin j'espère, pour qu'on prenne surtout du temps pour discuter. Donc je vais vite, donc je vais vous parler du travail fait dans à quoi rêvent les algorithmes, en tout cas de ces prolongements politiques, et puis en essayant d'adresser la question qui était celle dont on avait parlé, qui était manipulation, enfin conduite des conduites, nouvelle gouvernementalité, on va dire dans les termes actuels. Alors je vous fais quand même un tout petit topo sur moi ce que j'essayais de mettre en forme de façon synthétique dans l'ouvrage, qui était une sorte de sortir du monde universitaire pour essayer de rendre pédagogique un certain nombre de choses autour des algorithmes, et d'une préoccupation qui était le classement de l'information, puisque le classement de l'information a longtemps été fait par les journalistes, qui sont là, qu'on appelle les gatekeepers, et qu'aujourd'hui on a beaucoup d'une certaine manière, l'information que l'on trouve dans le monde numérique, elle nous vient d'artefacts automatiques qui calculent et qu'on appelle des algorithmes. Et évidemment, alors, sachant que je montre toujours ce chiffre qui est très largement sous-estimé, mais qui vient toujours souligner le fait que
Sur le web, nous naviguons dans un océan d'informations, nous sommes perdus, on trouve qu'il y a trop d'informations, on trouve qu'il y a des gens qui devraient se taire, on trouve qu'il y a des gens qu'il faudrait bannir parce qu'ils s'expriment mal, parce qu'ils ont des idées étranges, etc. L'air de rien, en fait, on navigue sur une toute petite fraction de l'information disponible, en raison même de tous les artefacts qui nous ont guidés vers la première page de Google, vers les choses les plus populaires, vers les choses les plus retweetées, vers les choses les plus likées. Et du coup, le projet dont je voudrais vous parler, mais là en essayant d'aller plus dans d'autres dimensions que celles que j'avais déjà abordées ici, avec vous, c'est un projet simple de sociologue. Donc moi, je ne suis pas informaticien, je suis sociologue, mais de faire ce qu'une partie d'une grande tradition d'histoire et de sociologie des sciences et des techniques essaye de faire, c'est-à-dire de ne pas mobiliser, et ce qui va sans doute venir dans nos discussions, et ce qui vient constamment dans nos discussions, des couples qui soient, je mets des guillemets parce qu'évidemment c'est caricatural ce que je veux dire, trop moraux, philosophiques, généraux, opposant les hommes et les machines, et puis la machine étant immédiatement définie par le fait qu'elle est froide, qu'elle calcule, qu'elle est bête, qu'elle est rationnelle, et, bon, toute une série de propriétés que nous ne cessons de porter aux objets techniques qui nous entourent. L'idée d'une sociologie des sciences et des techniques, c'est vraiment de voir comment nous faisons couple avec ces environnements socio-techniques. Et du coup, ça demande aussi d'avoir une sorte d'intimité avec eux. Alors une intimité qui n'empêche pas du tout, on va le voir, la critique, mais qui invite d'abord à essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et comment comprendre aussi, du coup, les intentions de ceux qui les ont programmées pour qu'elles fonctionnent de telle ou telle manière. Et d'une certaine manière, moi, le propos que je cherche à faire passer, et que c'est tout simplement de dire, au lieu de réanimer ce couple homme-machine, la grande confrontation, et puis on va le voir beaucoup avec l'intelligence artificielle, cette confrontation ne cesse d'être ranimée dans les débats, faisons une opération simple de déconstruction de la manière de classer automatiquement l'information. Et dès qu'on commence à regarder comment les techniques calculatoires procèdent, on voit qu'elles obéissent à des principes qui sont incroyablement différents. Et que donc une analyse critique de la place du calcul dans nos sociétés, elle doit commencer par déconstruire les différentes formes de calcul qui sont faits sur l'information, ce qui est une opération qui permet de politiser la question du rôle plus ou moins désirable du principe de calcul qui est mis en œuvre dans les différents systèmes d'agencement de l'information sur le web. Donc c'est un peu le projet. Et évidemment, ça a une fonction politique. Hein, c'est-à-dire que finalement, c'est de dire, à la fois une fonction éducative, c'est de dire, il faut, plutôt que de dire je ne veux pas comprendre, mais c'est pas bien, et c'est dangereux, et de monter très très vite aux concepts généraux, essayons d'entendre le type de forme qu'ils essayent d'imprimer sur le réel, sur nos actions, sur nos conduites, sur nos représentations, pour voir si la forme qui est dans le calcul et la forme qui est dans les dispositifs qui agencent nos situations ne peut pas être réaménagée, pensée autrement, reconçue, etc. Et donc finalement, c'est une sorte de manière de faire de la critique, mais dans les principes qui sont proposés. Alors moi, ce que j'ai fait, mais là je vous le fais très très vite, parce que je voudrais m'attarder sur la quatrième famille, c'est l'exercice bête, simple et un peu caricatural que j'ai fait, c'est de dire, pour classer l'information sur le web, dans l'histoire du web, et ça permet en même temps de faire l'histoire du web, mais en même temps c'est une histoire, mais les quatre familles sont coprésentes, hein, il y a pas de... on utilise 4 principes différents pour classer l'information, et on demande du coup à des calculateurs de classer de façon différente. Donc si on considère que les données sont au milieu, il y a une manière, moi que j'ai... Alors ma métaphore, c'est de déplacer le calculateur autour des données. C'est de dire, quand on met le calculateur à côté des données, on classe par la popularité, on compte le nombre de clics, on hiérarchise les visiteurs uniques. À partir des visiteurs uniques, on les transporte vers les informations, on classe les informations et on fait un ranking de popularité. Et vraiment, la dimension centrale, c'est de mesurer ce qui est populaire. Le marché publicitaire adore ça, mais d'une certaine manière, cette mesure, elle est entièrement déplacée du monde des médias, radio, presse, télévision. Elle a été déplacée vers Internet pour considérer que l'information qui devait nous être présentée en haut de la liste devait être celle qui a été la plus vue et la plus populaire. YouTube, pendant longtemps, a utilisé ce système-là dans l'affaire.
La deuxième famille, qui est celle pour laquelle je confesse une véritable fascination, parce qu'elle est au cœur de l'esprit du web, de l'esprit des pionniers de l'Internet, d'une certaine manière de l'imaginaire du réseau, ça a été de considérer, et d'une vraie rupture dans l'histoire des technologies de classement de l'information. Elle a été apportée par Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs de Google, en inventant l'algorithme qui va faire le succès phénoménal de Google, qui s'appelle le PageRank. Et le PageRank classe l'information. Un site web n'est pas bien classé parce que vous avez beaucoup cliqué dessus, contrairement à ce que vous avez sans doute en tête. Un site web est bien classé parce qu'il a reçu beaucoup de liens hypertextes des autres sites, puis beaucoup d'autres facteurs, mais je n'entre pas dans les détails. Et c'est parce qu'il est bien classé qu'il reçoit beaucoup de clics de votre part. Mais ce que va calculer l'algorithme, c'est son autorité. Et l'autorité, ce n'est pas l'autorité du statut, ce n'est pas l'autorité de l'institution, c'est l'autorité qui est conférée par les autres internautes, et c'est en ça qu'il reçoit l'esprit des pionniers de l'Internet, par un système de jugement de reconnaissance que les internautes et les webmasters se partagent à travers les liens hypertextes, qui est une des mesures centrales de cette mesure. Évidemment, c'est une version un peu naïve que je vous raconte là, parce que le moteur de recherche de Google a ajouté des paramètres extrêmement nombreux et multiples. Mais quand on les regarde bien, ces paramètres nombreux et multiples, ils viennent tous conforter l'idée de l'autorité, hein, qui est vraiment la chose centrale. Le web social a inventé une autre manière de faire du calcul, très différente, très très spécifique, et ce serait trop long dans les détails, mais de considérer l'information est d'abord l'information qui appartient à vos écosystèmes affinitaires, celui des amis, des followers, des gens qu'on suit. Et du coup, le calculateur ne cherche plus à calculer du haut les informations, comme l'a beaucoup fait Google, mais il cherche à mesurer la réputation des personnes à l'intérieur de cercles affinitaires. Et c'est finalement dans le cercle de vos affinités que la réputation de certains vont donner à certaines informations une visibilité qui va accélérer la circulation de niche affinitaire en niche affinitaire et créer de temps en temps, statistiquement en fait très rarement, les phénomènes viraux qu'on observe dans le web social de Facebook, Twitter et les autres. Et puis il y a une quatrième famille, et c'est de ça dont je voudrais parler en fait, que j'ai essayé d'isoler, sachant que cette distinction est un peu elle n'est pas arbitraire, mais elle est un peu naïve. Évidemment, tout est beaucoup plus compliqué que ça. Mais moi, c'est le point qui, me semble-t-il, est au cœur aujourd'hui de la plupart des débats sur le calcul et les algorithmes, c'est de dire on va mettre le calcul, dans ma métaphore, sous les données. Et quand on le met sous les données, on mesure cette chose étrange qui est la prédiction personnalisée. La popularité et l'autorité font le même classement pour tous, globalement, avec des variantes. La réputation propose un classement différent selon votre niche affinitaire. Les techniques de prédiction viennent dire on va calculer l'individu pour lui prédire le comportement qu'il va avoir, la musique qu'il devrait aimer, la direction qu'il devrait suivre sur son GPS, la recommandation du livre qui ressemble au livre qu'il a apprécié. Et donc il y a quelque chose de nouveau dans cette idée du calcul qui est finalement de venir dire aux gens, à partir d'un certain nombre de données, je peux produire un signal qui est une prédiction de la chose qui devrait vous intéresser dans ce système. Alors, c'est cette famille-là que je voudrais interroger aujourd'hui, voilà, c'est juste pour changer et ne pas vous avoir... Enfin, voilà, je vais faire très très vite là, le topo global. Parce qu'il me pose des questions intéressantes, intrigantes, et qu'elle traduit assez bien une sorte d'état d'esprit qu'on retrouve un peu dans beaucoup de domaines, mais qui évidemment dans le monde numérique a pris là aujourd'hui une sorte de forme extrêmement forte. Alors, dont l'une des premières composantes est d'être comportementaliste, behavioriste. Hein. Et ce behaviorisme, il est venu des gens des big data, dans la critique. Alors, c'est trop rapide et pas entièrement juste ce que je dis, mais ma manière de le raconter, c'est de le faire venir comme ça, même si la réalité est un peu plus complexe. Mais il est venu de la part des gens des big data dans l'idée de critiquer les tenants de la troisième famille, celle du web social, celle de Facebook, de Twitter, etc., pour dire les gens produisent des signaux et ils ne cessent de produire des signaux, ils font des statuts Facebook, ils postent des photos sur Insta, ils parlent, ils produisent une série d'énoncés
Et c'était très 2008-2010. Super, on va aspirer tous ces énoncés et puis on va décrire la société, on va la prédire, on va produire une analyse de ces choses-là. Bon, la réalité, c'est que ça marche très mal. Hein. Ça produit plein de signaux très intéressants. On l'a encore vu avec les élections la semaine dernière. Hein. Tous les gens. Alors évidemment, il y a toujours des gens, des farceurs, qui essayent de faire croire qu'eux, ils vont prédire avec Twitter, etc. Mais vous avez vu à quel point ils sont encore une fois trompés. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas représentatif statistiquement. Et il y a une sorte de décalage qui se noue entre. Et qui permet d'entrer dans le genre de problème, moi, qui m'intéresse, entre le fait que les gens produisent des signaux, des représentations, mais que leur comportement n'est pas exactement la traduction fidèle des représentations qu'ils ont données. Alors ça, les sociologues savent ça depuis très longtemps, mais d'une certaine manière, les gens des big data en tirent une conséquence qui est assez paradoxale, qui est de dire, si les gens ne sont pas tout à fait fidèles à ce qu'ils disent dans leur pratique, on va s'occuper que de ce qu'ils font, de leur comportement. Hein. Alors il y a des décalages, moi l'exemple que je prends toujours, il y a un exemple que j'aime beaucoup, parce que c'est un très très bon article de sciences de gestion, qui était sur une sorte de Netflix australien, et les gens donnaient leur wishlist, les films que j'aimerais voir, et puis ensuite le site avait les films que les gens ont réellement vus. Et alors évidemment, entre la représentation j'aimerais et la pratique j'ai vu, hein, il y a un décalage. Les gens aimeraient voir des films d'auteurs. Alors je cite toujours, ça m'a beaucoup fait rire, ils aimeraient se faire l'intégrale, revoir, c'est toujours revoir les films d'auteurs, l'intégrale des films d'Ozu, tous les soirs. Hein, voilà. Mais ce soir, je suis trop fatigué, donc je vais regarder un blockbuster américain. Donc c'est ce décalage qu'il y a entre les 20% de Français qui disent qu'ils regardent Arte quand on leur demande, par questionnaire, et les 5%, moins de 5% qui la regardent dans l'audience. Les gens des big data vont prendre ce prétexte pour dire les données du web social de la troisième famille réputationnelle produisent beaucoup de choses très, très intéressantes, mais finalement, le cœur de l'information qu'on peut tirer, c'est plutôt de prendre leur comportement et d'enregistrer des traces. Et du coup, la question de la capture la plus implicite possible des traces de comportement des individus est devenue tout à fait centrale. Et vous le voyez bien dans les débats sur le web, navigation, traces de navigation, localisation sur le téléphone portable, traces, etc. Et finalement, avec cette idée que le capteur enregistrerait un signal qui serait, ou en tout cas une trace, qui serait d'autant plus pertinente pour faire un signal, qu'elle est la plus implicite et la plus proche des actions les plus quotidiennes, immédiates, corporelles, incarnées, vivantes des individus. Amazon utilise maintenant un signal qui n'est pas le fait d'avoir acheté un livre, mais le fait sur la liseuse de savoir à quelle vitesse on le lit, si on saute des chapitres ou pas. Donc il y a cette idée finalement de prendre le calcul au plus proche d'un comportement que l'utilisateur ne se représente pas à lui-même et qui n'entre pas du coup dans une boucle réflexive avec l'utilisateur. Alors moi il me semble, quand on regarde aujourd'hui le débat, même si ce que je vais dire est caricatural, vraiment, mais parce que ça ne représente qu'une toute petite partie d'un débat beaucoup plus large, mais que ce qui vient beaucoup avec les big data, c'est cette fameuse chose qu'on appelle les techniques d'apprentissage, qui sont présentes aujourd'hui dans toutes les familles algorithmiques que j'ai évoquées tout à l'heure et qui deviennent extrêmement centrales dans les outils du web. Et alors, qui ont plusieurs vocations. On pourrait dire énormément de choses et je voudrais juste donner des tout petits points naïfs qui vont me servir, moi, à faire mon raisonnement sociologique dessus. Il y a d'abord une chose passionnante dans l'histoire des sciences, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ces méthodes informatiques et statistiques, elles existent depuis très très longtemps. Elles ont une histoire extrêmement ancienne. Une partie d'entre elles, pas toutes, mais une partie d'entre elles sont bayésiennes. Bon, Bayes, c'est quelque chose, ça dit quelque chose ça me dit quelque chose un théorème de Bayes, donc 18e siècle, Bayes-Laplace, on devrait dire d'ailleurs. Théorème des probabilités subjectives, je pose la probabilité de chance d'un événement de façon parfaitement subjective, parce qu'en fait, j'en sais rien. Mais je vais utiliser le futur, enfin l'événement présent,
pour corriger ma probabilité. Et donc s'introduit comme ça quelque chose de très essentiel en fait dans la réflexion que vont mener les différentes techniques d'estimation qui vont se mettre en place dans ces outils, qui est l'idée qu'on peut réviser le jugement ou le modèle à partir d'un comportement ultérieur. Il y a un raisonnement pour expliquer, parce que je vois que vous n'êtes pas forcément familier du théorème de Bayes. Il y a un exemple très facile du théorème de Bayes, qui est le maire de New York, le 11 septembre 2001, apprend qu'il y a un avion qui est entré dans une tour. Et donc il va faire une probabilité, une estimation, il va dire 90% de chance que ce soit un accident de trafic aérien. Et puis 15 minutes après, on lui dit il y a un deuxième avion qui est entré dans une autre tour. Là, il est obligé de réviser sa prior, sa probabilité initiale. Il est obligé de dire non, il y a 90% de chance que ce soit un acte délibéré terroriste et 10% de chance. Donc on voit qu'il a appris et que cet apprentissage est au cœur de ses affaires. Alors moi, ce qui me semble, mais je le dis avec beaucoup de prudence, mais quand on regarde l'histoire de ces techniques et la manière dont elles s'avancent aujourd'hui, il y a une chose qui est très frappante et qui est au cœur de beaucoup de débats, qui est qu'on on ranime une partie de ces nouvelles techniques sous le nom de intelligence artificielle. Intelligence artificielle étant une notion, une histoire très très ancienne, et qui ne cesse dans l'histoire de ces techniques de faire des vagues. Les gens de l'intelligence artificielle, ils disent qu'il y a des printemps et des hivers. Alors ils en sont au 3e printemps, mais il y a déjà eu 2 hivers en fait dans cette histoire. Et du coup, ce qui est frappant et qui va être utile pour mon raisonnement, c'est le fait que la manière, enfin, il est probable que John McCarthy, quand il a choisi ce terme en 1956, a fait une très mauvaise idée d'appeler ça intelligence artificielle. Mais du coup, la conception de l'intelligence qui est sous-jacente au type de calcul qui est proposé dans ces différentes manières de traiter les informations et les automates informatiques est incroyablement différente. Et il y a un des points qui est très essentiel et sur lequel je voudrais insister parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, le comprendre, c'est comprendre en partie ce qui est en train de se jouer, c'est que dans la deuxième intelligence artificielle, alors ça va être naïf et caricatural, ce que je veux dire, les gens d'intelligence artificielle disent c'est plus compliqué que ça, vous allez voir, on va hybrider le truc, mais la réalité c'est qu'ils ne le font pas encore beaucoup. Dans la deuxième intelligence artificielle, les informaticiens, celle de Marvin Minsky par exemple, celle de Papert, celle des années 80-90, essayaient de mettre dans l'automate, dans l'ordinateur, dans des règles qui soient des règles venues souvent de la logique, de raisonnement. Et on appelait ça souvent raisonnement naturel et système expert. Et donc, ce qui était proposé, c'était de concevoir que finalement on allait pouvoir concevoir une machine auquel on aurait prêté des règles de raisonnement naturel qui soit la reproduction du raisonnement du diagnostic médical. On interviewe bien un médecin et puis on le transforme en règles et on met ces règles comme un système qui va ensuite évaluer des décisions pour les prendre bien. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, mais c'était quand même l'idée qui était portée dans cette dynamique. Ça n'a pas marché. Et d'une certaine manière, ça ne marche pas. Et des critiques extrêmement fortes ont été portées dans les années 90, plutôt venant de la philosophie, de l'épistémologie, mais des critiques aussi internes au monde dit de l'intelligence artificielle en informatique, qui étaient d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Et la manière de comprendre pourquoi ça ne marchait pas, parmi 1000 arguments, un des arguments forts était de dire il y a une variabilité incroyablement forte des contextes. Et donc on est les humains, ceux qui les programment, et même avec tout un ensemble de production de règles qui soient en partie automatisées, ne peuvent pas formuler toutes les règles d'un raisonnement. En fait, dans une décision, dans un raisonnement, dans un geste, dans une décision, il y a toute une série de choses qui sont implicites. Et ces choses implicites, nous ne les formulons pas de façon symbolique, sous la forme de règles. Et ensuite, la règle, quand elle tombe dans le monde social, elle rend compte la variabilité des situations, qui fait que chaque contexte propose des propriétés différentes, et même dans des cas qui nous semblent être organisés, on pourrait dire, cette variabilité n'arrive pas à traiter tous les cas médicaux, etc. Le monde social ne ressemble pas à une partie d'échec ou une partie de Go dans laquelle les formes de déplacement des pions sont gérées par des règles. Et d'une certaine manière, le glissement auquel je voudrais vous rendre sensible, c'est qu'il me semble que ce que font les big data,
Et ce qui se passe d'une certaine manière aujourd'hui dans les nouvelles techniques qui sont mises en place, c'est précisément de dire on arrête de vouloir, d'une certaine manière, de façon un peu prométhéenne, penser que les gens qui programment ces systèmes vont dessiner le modèle de règles qui permettent de faire fonctionner les machines. La machine va elle-même fabriquer un ensemble de systèmes de raisonnement et de règles de façon plus ou moins automatique. Mais au lieu de mettre des règles, on met des données. Et les données deviennent des contextes. Et ce qui se joue dans cette affaire, c'est que finalement, c'est la variabilité des contextes qui va modifier le système de règles. Alors peut-être un exemple, moi j'avais pris cet exemple parce qu'il est très parlant, et puis il est incroyablement réussi. Hein. Ceux d'entre vous qui ont été sur Google Translate là, ces derniers temps, là, depuis 4 mois, hein, il y a eu un saut qui n'est pas un saut, voilà, un saut qualitatif énorme. C'est toujours très mauvais, mais c'est incroyablement mieux. La traduction automatique des années 90 faisait un système qui était syntaxique, sémantique. On essayait d'apprendre le vocabulaire, la grammaire, des règles au système. Et d'une certaine manière, ce que IBM puis Google ont fait, c'est d'essayer d'enlever toute cette sorte d'usine à gaz un peu compliquée. Mais en revanche, ils ont aspiré les textes. Les gens de Google disent finalement, et d'une certaine manière, c'est une manière de dire ce que je vais dire tout à l'heure, mais c'est la Commission européenne qui fait la qualité de Google Translate parce qu'elle leur donne des textes traduits en 25 langues tous les jours. Et ce que font les techniques, c'est qu'elles regardent un mot, deux mots, 3 mots, 3 mots, 4 mots, 4 mots, elles font des scores statistiques, elles ont un système un peu syntaxique quand même, hein, on n'a pas fait disparaître complètement le système syntaxique, évidemment, et même il fait des progrès extrêmement robustes, mais tout d'un coup, la traduction est devenue statistique, et elle est devenue extrêmement performante, mais parce qu'elle a besoin d'aspirer énormément de données et qu'elle utilise pour ça notamment une des techniques qui est celle dont on parle beaucoup aujourd'hui. Hein. Alors, c'est évidemment réduire les débats actuels sur le retour de l'intelligence artificielle, des algorithmes au deep learning serait faux. Il y a beaucoup de gens d'intelligence artificielle qui maintiennent d'autres paradigmes, mais c'est quand même ça qui est en train de faire des progrès absolument colossaux. Et ces techniques sont elles aussi anciennes, puisque le premier réseau de neurones, alors, il n'avait qu'une seule couche, mais il date de 1959, on l'appelait le perceptron. Il a été beaucoup critiqué à son époque. Ce qui s'est joué dans les années 80-90, c'est qu'on a mis plusieurs couches de neurones, qu'on a inventé toute une série de systèmes, mais je n'entre pas dans ces débats, pour arriver à trouver statistiquement une bonne méthode de ce qu'on appelle la rétropropagation de gradients et puis les systèmes de convolution. Yann Lequin est un chercheur français qui est aujourd'hui qui dirige l'intelligence artificielle de Facebook, un peu un des acteurs de cette affaire. Et pour le dire dans une formule, juste de dire ce que j'essaye de dire, mais beaucoup trop vite, c'est que Yann Lequin publie de Hinton, Lequin, Benzo, etc., elle date de la fin des années 80, début des années 90, et quand vous les interviewez aujourd'hui, ils étaient très en marge de toutes les communautés d'intelligence artificielle, etc. Ces gens, ils n'étaient pas pris au sérieux. Hein, ils étaient considérés comme faisant des choses intéressantes, mais ce qu'ils faisaient n'était pas la bonne voie pour craquer les problèmes de construction de machines qui prennent des décisions de façon logique et intelligente. Et tout d'un coup, ces gens qui étaient un petit peu en marge, qui redeviennent au centre, parce que ces outils qui nous permettent, alors on en parle beaucoup à propos de l'image, hein, qui permettent de détecter dans les images un certain nombre de patterns différents. Alors, je voudrais maintenant revenir à mon métier de sociologue, après avoir fait cette toute petite introduction dans les techniques, qui est de dire qu'est-ce qu'on peut, nous, en tirer de façon frappante. Et moi, la première chose qui me apparaît, je trouve, dans ces débats, c'est le fait que quand on nous dit que les artefacts prédisent, on a toujours l'idée de l'oracle ou de la voyante qui est présent, et on a surtout un imaginaire de science-fiction qui lui est associé de façon extrêmement forte, et notamment le fameux Minority Report avec les précogs. Là, je sais que ce n'est pas comme le théorème de Bayes, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Cette idée serait juste
si on ne pensait pas, et ce qui est notre manière naturelle de raisonner, qu'il y aurait quelque chose dans l'artefact qui aurait vu le futur, qui aurait deviné quelque chose que, comme on le dit, nous ne serions jamais dit à nous-mêmes. Hein. La réalité, elle est passée. Et que nous leur avons donné des traces régulières de comportement, je réinsiste sur comportement passé, que les chances statistiques que dans le futur, la pente des orientations de nos comportements passés donne une trajectoire à peu près correcte de nos comportements futurs. Alors je ne veux pas dire que c'est simplement automatique et régulier, mais il y a quelque chose d'important à retenir de cette idée que quand même, les calculateurs qui produisent de bonnes recommandations dans les mondes numériques sont des calculateurs qui disposent de bonnes données sur nos actions passées, parce que c'est ça qui va être au cœur d'une partie de la prédiction. Alors, elle joue notamment sur plein d'aspects. Alors, il y aurait plein de débats, mais je vais juste les entrouvrir pour qu'on puisse en discuter après. Parce que moi, je pense que c'est une des raisons de l'intérêt que, en tout cas moi, comme sociologue, j'ai trouvé à ces affaires, c'est qu'elle vient, d'une certaine manière, ces calculateurs viennent dire à nos sociétés qui se pensent, et je crois que c'est très important, hein, et dans lequel nous avons construit un sujet autonome, libre, souverain, de ses choix, dans lequel l'idée de ne pas être conduit ou guidé à faire telle ou telle chose, mais d'être dans une sorte de modèle décisionniste dans lequel seule ma volonté, ma curiosité, ma personnalité me guide à aimer ou à choisir telle ou telle action. Et donc cet idéal assez abstrait de l'autonomie de l'individu est un petit peu abîmé par cette loi que l'on ressort, c'est que ça marche parce que nous sommes réguliers. Les services qui marchent sont des services qui marchent à l'endroit où nous leur avons donné des traces régulières. Nous avons le plaisir de penser pour nous-mêmes, et c'est important de le penser pour nous-mêmes, que nous sommes des êtres multiples, divers, curieux, cosmopolites, et changeants, brusques, et finalement aventureux. La réalité, c'est que nos déplacements sont réguliers, nos environnements sont extrêmement monotones, nos choix culturels sont extrêmement organisés et que les familles de goût sont des choses très régulières, que si on est plutôt de gauche, ben on a plutôt des amis de gauche, et si on est plutôt de droite, on a plutôt des amis de droite. D'ailleurs, on a des amis qui ont plutôt notre âge et qui sont plutôt de notre profession, etc. Bon, vous voyez, la sociologie a passé son temps à dire aux gens, vous savez, il y a des régularités. Hein. Vous savez, finalement, il y a des, on appelle ça homophilie, hein, mais les formes sociales sont organisées, elles s'organisent avec un certain nombre de régularités. Et du coup, je crois que d'une certaine manière, le paradoxe, non, ce n'est pas un paradoxe, mais ce qu'observent bien les nouveaux algorithmes qui essayent de rentrer dans nos vies, c'est qu'ils sont en train de nous montrer nos régularités. Ils sont en train de nous dire, bah, finalement, oui, si tu aimes telle chose, tu vas aimer telle chose, etc., etc. Je pense que les algorithmes qui marchent très bien en recommandation musicale, c'est un des endroits où ça marche très bien, tombent pile sur cette loi. Bon, Pierre Bourdieu appelait ça l'habitus, c'est-à-dire que l'habitus, c'est nous. L'habitus, c'est la société qui s'est déposée en nous, qui a déposé en nous ses marques, ses traces, qui a les dans nos personnalités, dans nos goûts et dans nos dégoûts, dans nos choix, dans nos manières de vivre, dans l'organisation des territoires, dans le zoning urbain, dans le fait que si on habite tel quartier, il suffit de voir le résultat des bureaux de vote, c'est assez fascinant, à Paris, et ben, les chances qu'on a de rencontrer quelqu'un qui a des idées complètement différentes et qui vient de milieux sociaux sont beaucoup moins fortes qu'elles ne sont, que nous le disons à nous-mêmes. Bon, c'est un débat, j'ai mis ce graphe là, c'est un débat qui est venu beaucoup avec l'histoire de la bulle de filtre. Vous avez entendu parler de cette affaire, de la bulle de filtre de Facebook, qui était de dire l'algorithme de Facebook nous enferme. Bon, qui est une crainte qu'il faut évidemment avoir sur cette question, mais les enquêtes qui ont été faites sur cette question, alors le problème c'est que les enquêtes sont faites avec des données de Facebook, donc avec aussi Facebook, les intérêts de Facebook dans ces enquêtes, mais elle est très robuste, elle montre que le principal filtre de Facebook, parce qu'évidemment dans son fil de Facebook on voit passer des choses qui sont très très liées à notre individualité, le principal filtre c'est au moment où on a choisi ses amis. C'est les amis, notre filtre. Et on a choisi ses amis en fonction de ces plis, de ces choses qu'on a mis dans notre socialisation de façon forte. Et
s'instaure ainsi une sorte de boucle assez complexe, et qui me semble être au cœur des débats contemporains, c'est que nous aimons penser que c'est de la faute de l'algorithme, mais en fait, c'est aussi, alors, et ce renvoi de responsabilité, on pourrait dire, il est typiquement néolibéral, c'est que d'une certaine manière, Facebook nous dit, ou l'algorithme de Spotify ou Deezer nous dit, je t'ai calculé, je t'enferme dans un ensemble de recommandations, et je le fais à partir des traces que tu m'as données. Si tu n'es pas curieux, je ne suis pas curieux. Si tu es curieux, je te donne de la curiosité. Et c'est ce que font ces techniques. Et donc elles renvoient une sorte de responsabilité vers l'utilisateur, qui en fait éduque les algorithmes constamment. Alors après, on pourrait tirer un autre argument de façon forte, c'est de dire que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui avec l'aspiration massive des données, c'est que nous sommes en train d'éduquer les calculateurs en leur fournissant des données qui leur permettent de fabriquer les fameux modèles, et que nous devrions peut-être débattre du type de données que nous leur donnons, parce qu'on peut les éduquer avec des données personnelles qui vont faire du fléchage publicitaire, on peut les éduquer avec des connaissances plus intéressantes pour faire de la curiosité, mais il y a un débat de ce type-là. Et puis l'autre argument sociologique, alors, qui est un peu sophistiqué, puis je suis trop long là, non que j'ai... D'accord. Que j'ai en tête, alors qui est ça va être un peu abscon, là, ce que je vais... Non, c'est pas grave. Moi, ce qui est assez frappant, voilà, on pourrait se dire dans ce débat sur le déterminisme, c'est de savoir comment on calcule la société. Et si on revient dans l'histoire de la statistique et de la manière dont la société a été représentée dans des chiffres, et dont ces chiffres ont ensuite déterminé des politiques publiques, multiples et variées, on peut dire que la statistique s'est construite en calculant la société par le haut. Les grands travaux des historiens, Yannaking, Théodore Porter et surtout Alain Desrosières en France n'ont cessé de le dire, la statistique c'est un instrument d'État. L'État a besoin de connaître ses populations. Et à partir du XVIIIe siècle, les taux de natalité, les taux de morbidité, et puis ensuite la connaissance des territoires et des populations, puis ensuite les classements des catégories socio-professionnelles, l'indexation des niveaux de revenus aux catégories socio-professionnelles, l'importance prise ensuite par le niveau de diplôme dans la répartition. On a catégorisé la société, on a représenté la société en faisant porter sur elle un ensemble de catégories qui, la plupart du temps, ont été façonnées dans des conventions produites par l'État et le marché pour organiser la société et pour que chaque individu soit identifié par son âge, par son sexe, par son territoire, par son niveau de diplôme, par sa profession. Et que on pourrait dire que la société fordiste des années 60 tenait bien sur ce tableau-là de la société. Et ce tableau-là de la société permettait de faire des corrélations à peu près justes entre le niveau de diplôme des parents, ou la CSP des parents, et les chances de réussite scolaire des enfants. On avait des catégories qui étaient à peu près... Les gens du marketing, qui sont aussi beaucoup servis de ces catégories, la ménagère de moins de 50 ans, catégorie, ils avaient aussi le sentiment que finalement, on pouvait faire un tableau de la société juste en la figeant, comme ça, en la brossant avec une catégorie qui donnait une figure. Alors moi, il me semble que ce qui vient aujourd'hui, c'est une chose assez intrigante, c'est cette idée que la catégorie statistique est soumise à la même critique que l'est aujourd'hui, dans les débats publics, la représentation politique, le rôle des médias et ce qu'on appelle plus globalement la crise de la représentation. Je ne veux plus être représenté par un parti qui décide pour moi le programme. Je ne veux pas être représenté par des journalistes qui choisissent pour moi les informations que je vais voir. Je ne veux pas être représenté par une catégorie statistique qui dit que je suis une ménagère de... Voilà. Et dans cette critique de la représentation se manifeste cette idée que l'individu est plus autonome, plus libre, plus divers, plus particulier, plus singulier que ne l'est la catégorie dans laquelle on est venu le mettre. Et ce que sont en train de nous dire les algorithmes qui viennent tracer dans le suivi de nos comportements, c'est exactement ça. C'est en train de nous dire, on va vous calculer par le bas, mais on va vous calculer par la suite de vos comportements. On n'a plus besoin de catégorie pour vous représenter, au sens de la catégorie. On va juste avoir la suite et la trace de vos comportements, et de ça, on va faire une prédiction qui va être meilleure, qui va être plus fine, qui ne va pas vous enfermer dans la moyenne de votre classe ou votre catégorie, mais on va vous proposer quelque chose qui soit plus prédit et plus précis et plus personnel, en calculant la société par le bas. Et donc, il y a quelque chose de nouveau dans ce modèle-là, qui est une manière
d'une certaine manière, on pourrait dire de réduire l'incertitude qu'on a sur l'action des individus quand les individus ont des choix de plus en plus multiples et divers à faire. Et d'une certaine manière, c'est l'abondance de l'offre qui fait qu'on ne peut plus arriver à représenter correctement les choix des individus, choix politiques, choix de consommation, choix de lecture, d'information, qui fait qu'on les reprend par le bas pour proposer ces systèmes de prédiction. J'avais 5 petites minutes, mais alors je vais du coup... J'en ai encore 3. Juste pour vous dire, parce que c'est pour juste honorer ce qu'on avait dit avec Pépé, que j'allais parler de manipulation. Alors, pour lancer des exemples sur le thème qui je pense, peut faire débat, qui est de dire du coup, bon, face à cette situation, il y a un enjeu qui me semble important, citoyen, on pourrait dire, qui est qu'il faut que informaticiens, mathématiciens, communauté de développeurs, simples citoyens, communauté pédagogique, on soit vigilant vis-à-vis de ces services. On soit vigilant vis-à-vis de la manière dont on est calculé et qu'on ne cherche pas à entrer dans ce qu'est parfois une sorte de logique du design, de l'expérience. Vous savez, ce truc, on ne doit pas comprendre. Hein. Il faut que ce soit beau, il faut que l'expérience soit forte, sensible, etc. Mais en revanche, on ne doit pas comprendre. Moi, je crois qu'on doit comprendre. Voilà. On doit vraiment comprendre. Et que pour comprendre, il faut se donner les moyens de comprendre. Et que pour se donner les moyens de comprendre, il y a une des choses qu'il faut faire, c'est auditer les algorithmes. Alors, auditer les algorithmes, ça ne veut pas dire montrer le code, rentrer dans le code de façon forte. Et même aujourd'hui, rendre transparent les codes, ça ne servirait pas à grand-chose. Enfin, c'est quand même nécessaire et utile, mais on ne va pas trouver dans les techniques algorithmiques des morceaux de code de ce type-là. Ça, évidemment, n'est pas écrit. Et un des problèmes que posent ces audits des algorithmes que je voudrais soulever rapidement, c'est qu'ils peuvent produire des effets sans le vouloir, mais des effets sur nos sociétés qui créent des problèmes qui peuvent être de discrimination ou autres sans le vouloir. Alors, je ne vais pas vous montrer celui-là, mais celui-là est typique. Les ingénieurs de Google ne sont pas antisémites, mais à mesurer des comportements, nous éduquons les algorithmes, à mesurer nos comportements dans le fameux autocomplète de Google. Pendant un temps, Google a débranché le truc maintenant, mais ils pouvaient nous proposer des noms de personnalités et puis le mot juif associé. Parce que beaucoup d'autres internautes avaient fait cette requête de ce type-là. La publicité aux États-Unis, c'est montré notamment dans une enquête de Latanya Sweeney, du seul fait de la construction des modèles sur des traces variées et agrégées des individus, peut produire des effets discriminatoires alors qu'ils n'ont pas été inscrits de façon délibérée dans le code qui était montré. Ce que montre l'auteur en question, c'est qu'à partir de la distribution des prénoms entre les populations blanches et noires aux États-Unis, qui est racisée, on pourrait dire, entre blancs et noirs, mais de façon statistique, fait que l'enregistrement de comportements de navigation par les addictions publicitaires associant à des prénoms et à des composantes peut fabriquer des clusters de population. Là, on est juste dans des clusters qui se créent automatiquement, qui font qu'on va favoriser l'apparition de publicité sur les bandeaux de AdSense qui vont être différents pour les populations blanches et pour les populations noires. Et ce qu'elle a montré statistiquement, c'est que notamment on recommandait aux populations noires américaines des services pour nettoyer leur casier judiciaire, qu'on ne montrait pas aux populations blanches. Bon, personne n'a pensé ça, personne n'a eu cette intention. Mais c'est un effet du calcul qui est produit sur les données qui peut produire ce genre de raisonnement. Ça a même été montré de façon encore plus forte dans la langue. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup d'outils, ce serait très compliqué de vous expliquer, mais qu'on met en place dans les techniques dites du web sémantique autour de link data qui aspirent énormément de données et puis qui recomposent des associations entre des entités nommées et puis un certain nombre d'adjectifs, de compléments qui vont les qualifier. Et finalement, quand on prend la littérature mondiale, les textes qui ont été produits, qu'on les aspire, puis qu'on essaie de faire des modèles dessus, ben, il y a un certain nombre de professions peu valorisées socialement qui vont être associées à des noms féminins et à des occupations féminines. Et puis des professions très valorisées socialement qui vont être associées par les modèles à des hommes. Donc le sexisme, il est dans toute la culture des choses que nous donnons aux algorithmes pour les éduquer et pour faire leurs modèles. Et il n'est pas impossible qu'ensuite, les effets appris sur les textes
anciens reproduisent dans les recommandations qui soient faites des effets de discrimination de ce type-là. Alors, je n'entre pas dans tout ce débat, j'ai été très vite, je préfère qu'on discute, mais il y a toute une série de choses comme ça qui méritent voilà, une sorte d'examen. Et moi, c'est un peu ce à quoi, avec beaucoup d'autres, là, mais on essaie de s'employer en essayant de mélanger des informaticiens, des sociologues, des juristes, des économistes. C'est notamment porté par l'INRIA et le Conseil national du numérique et la CNIL pour essayer de mettre en place voilà, une sorte d'espace de recherche qui soit vraiment de la recherche, mais qui soit aussi vraiment ouvert à la discussion avec les internautes, avec qui veut, pour essayer d'interroger ces nouveaux environnements numériques. Je vous remercie. Merci bien Dominique. La même chose n'est jamais la même chose en fait. J'aurais une question à te poser, mais je préfère en fait laisser les micros, peut-être c'est mieux. À la salle. Est-ce que quelqu'un a une question? Bonsoir. Merci déjà pour cette intervention. Du coup, je voulais revenir un peu sur cette dernière partie, notamment sur les parties de discrimination, peut-être des algorithmes. Et au final, est-ce que les algorithmes n'ont pas cette tendance à révéler ce qui va poser problème dans notre société, au final, plus qu'autre chose? Par exemple, la discrimination raciale aux États-Unis. Et est-ce que justement les algorithmes n'ont pas cet effet peut-être bienfaiteur de révéler et de mettre la lumière dans notre société sur des choses qui posent problème et en fait d'accentuer, en accentuant ces tendances, de nous les faire voir au final. Mmh. Ben, oui, c'est une très bonne idée. Il y a des arguments, souvent de gens très j'allais dire libéraux, mais en fait ils sont plutôt... Enfin, aux États-Unis, il y a eu un très gros débat sur la transparence des données. Et il y a toute une série de gens qui pensent qu'effectivement, si on rend tout transparent, on permet d'éviter qu'on produise certaines discriminations parce qu'on montre toutes les données. Et donc on montre aussi les données qui fabriquent l'inégalité. Alors je suis en train de rechercher dans ma tête l'exemple qui était donné, mais il y a un juriste américain qui s'appelle Strailevich qui avait beaucoup soutenu cet argument. Alors on pourrait dire que ça nous apprend des choses sur notre société, que ça nous permettrait ensuite de le réviser. Le risque quand même, c'est aussi qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que ça ne nous apprend rien, tout simplement parce que l'argument fait par Laetitia Sweeney sur la publicité, il fallait le voir, parce que chacun est individualisé, et ça se trouve, voilà. Donc il y a quand même le risque aussi qu'on ne voit pas les effets et que du coup on vienne tout simplement les reproduire. Mais moi, pour répondre plus généralement à votre question, mais en même temps, je pense que c'est la réponse moi, que j'aime faire à votre question, c'est que je pense qu'une des manières d'apprivoiser les nouvelles techniques calculatoires, il ne faut pas tout mettre sur le compte algorithme, puisque ce mot est en train de devenir, mais c'est justement d'avoir exactement ce regard réflexif-là, c'est-à-dire se dire, plutôt qu'une sorte de... Voilà, c'est de se dire, ils nous apprennent, ils sont un miroir aussi. Alors c'est un miroir pas tout à fait simple, il faut vérifier quand même que les données soient bonnes, que les calculs ne soient pas aberrants. Ça produit aussi plein de calculs aberrants, dans cette affaire. Mais que voir nos régularités, voir nos déterminations, c'est aussi une manière pour la société de devenir plus réflexive. Et dans ces cas-là, on amène à la société une connaissance sur sa propre organisation qui est très forte. Spinoza, qui pour les sociologues est le philosophe parfait parce qu'il ne croit pas à la liberté des individus, de façon forte, tout est déterminisme. Tout est déterminisme. Et donc, qu'est-ce que c'était la liberté pour Spinoza? C'est la connaissance de notre détermination. Et donc, le premier acte, finalement, pour prendre distance avec soi-même, avec ces choses qui nous guident ou qui nous poussent à faire telle ou telle chose, c'est de les connaître, c'est de voir nos déterminations. Pierre Bourdieu adorait Spinoza, juste pour cette raison-là. C'est-à-dire finalement, connaître en quoi nous sommes déterminés, c'est sans doute le premier geste
d'autonomie du sujet qu'on puisse faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. J'ai toujours été très embêté par l'exemple que vous donnez sur l'autocomplétion de Google. Elle revient très souvent, hein, elle est dans pas mal d'articles justement sur ces idées d'algorithmes et autres, c'est un exemple assez courant. Moi j'ai toujours été embêté par la manière dont elle est utilisée, parce qu'en réalité, l'explication que vous lui donnez, en fait personne n'en sait rien, parce que à moins que vous me disiez le contraire, vous n'avez pas l'algorithme de Google qui permet de vous expliquer pourquoi Google choisit de présenter des mots en autocomplétion ou pas. Qui on sait à peu près? Alors, moi, je l'ai jamais vu. C'est-à-dire que beaucoup de gens en ont parlé en disant effectivement, ce sont les propositions les plus souvent faites, mais en réalité, vous ne savez pas quel est le choix qui est fait. Est-ce que vraiment il faut qu'il y ait un seuil minimum de requêtes d'un certain type pour qu'il apparaisse ou pas? Par exemple, sur cette proposition qui était juif, qui était accolée à un certain nombre de noms propres. En fait, moi, je n'ai aucune preuve de savoir si c'est une seule requête qui a été faite un jour, par exemple, et qui s'ajoute automatiquement dans la liste des propositions, ou c'est plus de 1000 ou 10 000 personnes qui ont fait cette demande, donc elle apparaît. Or, cet algorithme-là, vu l'usage qui en est fait aujourd'hui, puisque tout le monde passe par Google, en fait, il s'affiche à tout le monde, et donc les gens, le voyant, vont éventuellement se poser la question. C'est-à-dire qu'il s'auto-alimente. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la question du type d'algorithme lui-même, ou si c'est la présentation qui en est faite par aujourd'hui des gens comme vous ou des articles de journaux qui veulent parler de... Non, mais il n'y a pas un mystère énorme sur l'autocomplétion. En fait, le problème de l'autocomplétion, parce que c'est un vieux débat, et aujourd'hui c'est débranché chez Google le mot juif, comme beaucoup d'autres mots, sous l'effet des régulateurs. Donc on voit bien qu'il y a aussi cet effet que finalement, comme ça produit des effets qui nous perturbent, nous utilisons là des systèmes pour câbler à la main, et là on câble à la main, on enlève les mots. Dans l'autocomplétion, ce qui est compliqué, ce qu'on ne connaît pas, c'est la partie personnalisée. En fait, il y a deux choses. Il y a une partie qui est personnalisée en fonction de vos propres requêtes, et il y a une partie qui est statistique. La statistique, ce n'est pas compliqué, c'est un jacquard sur la fréquence. Vraiment, et là, ils ne font pas quelque chose de très, très sophistiqué. Donc, c'est bien parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre le mot juif accolé à toutes les entités nommées que vous tapez, c'est tout simplement la fréquence qui vient la porter. Mais la chose compliquée, c'est que Google y a aussi ajouté des choses qu'on a l'habitude de mettre dans l'affaire. Mais il n'y a pas une énorme complexité de cette affaire. Alors, avec le problème qui est typique des débats entre la connaissance universitaire qu'on a des algorithmes, parce qu'on a une bonne connaissance universitaire, la plupart du temps, il y a une description qui a été faite même des systèmes qui sont proposés, et puis leur mise en contexte industriel. Et dans la mise en contexte industriel, il y a cette chose qui est que si vous prenez un algorithme universitaire et puis que vous le mettez, donc statistique, là je vous raconte comme ça, et que vous le mettez dans un contexte industriel, il y a plein de variables métiers, on appelle ça, et la variable métier, ça vient modifier énormément de choses dans les résultats, et là-dessus, il y a évidemment beaucoup d'opacité et de secrets de la part de ces compagnie. C'est frappant, moi je regarde beaucoup l'algorithme de recommandation de YouTube. Bon, Google a publié en 2015 une description assez complète du système qui est fait, des fonctions d'objectifs, des réseaux de neurones qui sont mis en place, etc. Donc on sait, voilà. Mais on a cette description-là, et puis après on regarde, c'est bizarre. Voilà. Et c'est ce transfert entre la description théorique telle que je peux vous la faire là, et puis le fait que dans les variables métiers, il va y avoir des petites choses qui vont s'ajouter, qui sont liées à la géolocalisation, qui sont liées à des tunings de personnalisation, etc., qui sont faites, qui fait qu'entre la description théorique et l'expérience pratique des utilisateurs, il y a souvent un petit gap. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais juste aborder avec vous la question de l'astroturfing, du coup, qui est à savoir le gonflement artificiel sur les réseaux sociaux de likes, du coup, de retweets.
donc qui peut du coup faire émerger l'impression qu'il y a un phénomène de masse, alors qu'au final, il n'y a pas du tout le cas. Est-ce que vous avez des exemples concrets du coup d'utilisation d'astroturfing, et est-ce que vous pensez que ça pourrait être dangereux, notamment, je ne sais pas, si je prends l'exemple du Burkini, je crois que ça a été un sujet qui a été assez astroturfé. Oui, bah alors, moi j'ai très peu parlé, c'est dans ma troisième famille là, de la réputation, mais peut-être pour dire en plus général, dès qu'il y a une technique qui calcule quelque chose qui nous concerne nous comme individus, il y a des techniques immédiates et c'est consubstantiel, hein, c'est-à-dire penser que c'est un ennemi qui viendrait comme ça enrayer la machine. Non, en fait, les deux vivent ensemble. En fait, il y a un texte célèbre sur l'histoire d'Internet qui montre que le spam et Internet sont nés ensemble. C'est-à-dire, le trucage et la technique de calcul se co-appartiennent. Hein. Donc, le truqueur et le fabricant d'algorithmes, c'est des complices, on pourrait dire, des compères complices qui se co-appartiennent. Alors, il y a des endroits où c'est plus facile d'inventer des manières de truquer que d'autres. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont été... Enfin, la mesure de popularité, hein, pendant très longtemps, mais toujours beaucoup, le web était pollué par des robots cliqueurs. Hein. Pour faire de l'audience, vous envoyez des robots cliqueurs, c'est très simple. Donc, pour faire de la réputation, eh ben, vous achetez des faux amis, vous fabriquez des fausses réputations qu'ensuite vous venez déplacer de toutes les manières possibles. Et donc, tous les gens qui ont des intérêts sur le web ont intérêt à truquer leurs métriques et leurs compteurs. Et donc, ils ne cessent de le faire. Ce qui est, je pense, une invitation très importante dans la culture critique qu'on doit avoir des algorithmes. C'est-à-dire qu'on doit aussi défaire ce qui vient dans la quatrième famille que j'ai évoquée, là beaucoup, et moi, qui est cette sorte d'idée un peu scientiste de la donnée à parler. La donnée, c'est la nature, c'est le vrai. Hein. Et finalement, on va calculer par le bas la société parce que c'est la vérité de la société, parce qu'il y aurait une vérité dans les données. Bon, tous ceux qui ont travaillé sur des données le savent, les données, c'est pas propre, c'est sale, il y a plein de truqueurs, il y a 1000 manières de jouer avec. Et c'est pas parce qu'on a des enregistrements de données que, évidemment, on a des calculs efficaces. Et que, du coup, ce qu'on nous vend sous le thème de la promesse prédictive des big data est largement promu par des gens qui ne se rendent pas compte à quel point les données ne sont pas propres, elles sont manipulées, elles sont stratégiques, etc., de façon extrêmement massive. Ce qui est une des manières de se rassurer pour nous dire qu'on n'est pas complètement capturé. Merci. Moi, j'étais dans un débat ce matin, c'était l'histoire des Learning Analytics. Les Learning Analytics, c'est l'idée que Coursera, edX, etc., les gens qui font des MOOC, ils ont des informations sur la manière dont on a appris, suivi, etc. Et que ça a une valeur qui serait énorme pour le recrutement. Bon, ça, en fait, dès qu'on regarde des analytics, ça a des valeurs pour améliorer le service, pour voir quels sont les cours où il y a des problèmes, etc. Mais dire que parce qu'on a les analytics des gens, ça va nous donner des informations pour les recruteurs dans les grandes entreprises, c'est survendre la qualité de la donnée, enfin me semble-t-il. Bonjour, merci pour votre intervention. Pour reprendre un peu sur ce qui a été dit par le spectateur avant moi, dans la catégorie sur les quatre côtés, je pense qu'il y a une autre catégorie, c'est complètement à l'ouest. On peut ignorer complètement les données et driver à l'ancienne un artiste sur Spotify ou une vidéo. Et le problème, en fait, c'est la personne qui est utilisatrice, elle n'a aucune information sur quelle technique l'a amené à visionner la vidéo. Et donc, c'est comment driver à l'ancienne ? On paye Spotify pour que... à Spotify, on a des boutons, je pense, pour dire c'est lui qu'on va mettre sur la page de tout le monde parce que c'est la promo du moment, la publicité, ça s'appelle quoi. Et on ne sait jamais si on est sur nos... c'est complètement opaque, on n'a aucun moyen de savoir d'où ça vient. Et d'un autre côté, les gens qui utilisent les données, ils n'ont aucun moyen de savoir à quel point les données sont propres ou pas, et ça coûte très cher de les rendre propres et tout ça. Et notamment, vous n'avez pas parlé du bot d'IBM qui a été rendu nazi en 24 heures, et c'est très difficile de faire un bot qui ne va pas être pris en otage
par des gens qui ont du temps à y passer pour s'amuser. Et en fait, vous parliez de politique au début, et je me demande si, justement, un des champs politiques qui s'est ouvert, c'est pas de définir des stratégies. Parce que même les gens qui font des réseaux de neurones, ils parlent de réseaux adversaires, d'apprendre des représentations. Donc ils cherchent à comprendre ce qui se passe dans leur réseau de neurones. Ils ont des conférences pour essayer de comprendre ce qui se passe dans leur réseau de neurones. Donc ça veut dire qu'on ne comprend pas, je pense, en fait. Et personne ne comprend. Et donc c'est un terrain de jeu politique, presque. Enfin... Bon, il y a au moins 4 questions dans vos... oui, vous avez raison, il y a un masquage, mais ça c'est un masquage problématique, donc il faut qu'on proteste. Enfin, moi, mon avis, hein, c'est de... Moi je connais mal Spotify, mais sur Deezer, on vous dit d'où vient la recommandation. Recommandée par Deezer, dans ces cas-là c'est un éditeur humain de Deezer. Et quand vous avez un humain, je vais le dire de façon provocante, vous êtes sûr que vous avez de la pub derrière. Enfin, je le dis de façon forte parce qu'on a toujours l'impression que les humains sont désintéressés, qu'ils sont formidables, etc. Ils sont d'une sensibilité aux logiques de marché et aux logiques économiques absolument considérable. Je ne veux pas me faire des ennemis avec les libraires, mais quand on nous dit le formidable libraire qui sait tout exactement, si vous saviez ce que c'est qu'une librairie, les enjeux qu'il y a entre les réseaux de distribution pour mettre les livres sur la table ou pas, et les intérêts économiques qu'il y a derrière, votre gentil libraire humaniste qui a compris vos goûts, qui connaît vos... Bon, ça vous donnerait une autre idée. Mais j'adore les libraires, et il faut toujours acheter ces livres en librairie. Mais, et ils séparent donc, Deezer vous dit, recommandé par l'algorithme, recommandé par vos amis, ils essaient de séparer les différentes familles, parce qu'en fait, dans le monde de la musique, on a des familles de calcul qui produisent des recommandations très différentes, et les services font des salades, en fait, entre ces différents signaux. Je ne vais pas entrer dans le débat. Ben, le bot d'IBM est exactement ce que j'ai dit par nous éduquons les algorithmes. Si vous avez un groupe néo-nazi qui éduque le bot, ben, vous faites un bot néo-nazi. Hein, oui, mais en fait, là, c'est des trolls qui sont amusés à lui faire voilà. Donc, et on est vraiment dans le modèle que j'ai dit d'apprentissage statistique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de modèle, en fait. Lui, il va fabriquer son modèle avec les données qu'il va avoir. Si vous lui donnez des données néo-nazis, ben, voilà, il produit ça. Bon, je pense qu'ils avaient aussi un petit peu raté leur paramétrage dans leur affaire. Alors après, vous ouvrez une question qui est très technique et très fascinante. Alors moi, je pourrais, mais je ne vais pas ennuyer tout le monde. Peut-être tout le monde n'est pas intéressé par les histoires de réseaux de neurones. C'est un débat extrêmement important qui a souvent été introduit par l'idée qu'on passait de la causalité à la corrélation. C'est-à-dire que finalement, on fait des algorithmes qui apprennent en partie avec les données. Hein. Ils n'apprennent pas tout seuls, parce qu'on a posé dessus une forme des réseaux de neurones qui est très très importante, je vais y revenir. Mais ils apprennent en partie tout seuls, et puis ils produisent un résultat en sortie. On ne sait pas très bien expliquer comment le résultat a été produit, mais on sait montrer qu'il est efficace. Et donc on passerait de l'idée que finalement on entrerait dans une sorte de boîte noire dans lequel on sait ce qu'on rentre, on voit que ce qui sort est efficace, mais on n'a pas compris comment c'était fait. Et on n'a plus besoin de cette chose que font les universités, où fait la science, qui est de connaître le principe. Hein. Et alors évidemment, le marché publicitaire s'en fout complètement. Hein. Moi, l'exemple que je cite toujours, mais qui est réel, qu'on m'a dit un jour, j'ai dans mes chiffres, les jeunes Portugais de 18-25 ans qui ont voyagé en Autriche consomment de la glace à Häagen-Dazs. Bon, là, on voit bien, on a des dépendances entre variables qu'on va dire corrélation, elles sont faibles hein, quand même. On n'a pas l'explication, il y a des variables cachées, il y a un proxy quelque part, bon, on ne sait pas l'expliquer. Les réseaux de neurones multiplient ça de façon beaucoup plus forte parce que les règles du modèle qui se mettent en place, c'est juste des ajustements de matrices de coefficients sur les déplacements de neurones qui ont été réglés par une descente de gradient. Donc on ne voit pas le chat, on peut regarder la matrice de coefficients, on ne voit pas le chat. Hein. Et donc ce sentiment que lire l'algorithme, ce n'est plus voir ou rendre intelligible la forme qu'il a donnée, est une conception, quand on discute avec les gens qui les fabriquent, qui est quand même assez naïve du fait qu'il y a une forme d'intelligibilité qu'on peut retrouver
d'abord dans les différentes couches qui enregistrent des patterns assez différents en fait, de l'information à traiter, et que du coup, l'erreur qu'on commet souvent, c'est que le problème de l'intelligibilité des réseaux de neurones, enfin ce qu'on appelle le fameux problème de l'intelligibilité des réseaux de neurones, c'est qu'en fait, c'est mathématiquement qu'on n'a pas encore compris exactement ce qui se passe dans le système. Mais que l'idée qu'on puisse commencer à comprendre ce qui se passe et décrire ce qui se passe dans les choix et l'organisation des patterns à l'intérieur des réseaux de neurones est forte. Et puis, ce qu'il ne faut jamais oublier dans un réseau de neurones, parce qu'on donne l'impression, quand on dit corrélation sans causalité, on a vraiment l'impression que ceux qui les fabriquent n'ont plus aucun rôle. Hein. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas exactement ce qui sort, mais ils ont un rôle absolument essentiel dans le réglage, dans la forme des réseaux de neurones. C'est une architecture qu'on ne cesse de déplacer, de transformer. On met des couches de relus, on met de l'adverse, etc. Enfin, il y a énormément de systèmes qu'on met en place. Et surtout, on met en place une fonction d'objectif. C'est-à-dire que ces techniques ne marchent parce qu'on leur a donné une fonction d'objectif. Et donc cette fonction d'objectif, elle est, enfin, dans les modèles actuels qui sont supervisés, elle est extrêmement explicite et extrêmement claire. Facebook donne pour fonction d'objectif le fait que vous scrolliez le plus longtemps les pages de Facebook. Puis ensuite, tout va se régler avec ça. La recommandation de YouTube fait un système dans lequel ils veulent que vous restiez le plus longtemps sur YouTube en regardant les vidéos jusqu'à la fin. Il faut les regarder jusqu'à la fin. Donc, ils vont maximiser quelque chose de cet ordre-là. Donc, on dit bien à la structure où on veut, enfin, quel est l'objectif depuis lequel on règle l'ensemble des processus préalablement. Bonjour. Vous venez un peu de répondre avant ma question. En fait, je voulais vous demander par rapport au rôle des algorithmes dans la science. Donc, pas l'idée d'étudier des choses qui sont faites par des organisations, mais comment on peut les exploiter, par exemple, dans les sciences humaines et sociales. Alors, vous venez de le dire un peu. Le plus l'algorithme devient implicite, on sait que tous les algorithmes, bien sûr, sont des boîtes noires, c'est un peu le théorème de Turing, mais le plus l'algorithme devient caché et multiniveau, le moins on en comprend. Alors, je sais qu'il y a un débat, il y a des gens qui se disent, alors, il faut continuer à faire de la vraie science avec des causes, et par exemple des causes sociales, et les algorithmes ne peuvent pas nous aider, parce qu'on trouve des clusters, mais on ne sait pas pourquoi ces clusters sont là. Et il y a les optimistes un peu qui disent « bon, mais on va les travailler quand même. On va travailler avec ces algorithmes, bien qu'il faudra oublier l'explication scientifique traditionnelle, donc celle, par exemple, de la sociologie et des causes sociales. Et vous, comment vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Oui, non, c'est une très très riche question et importante question, mais qui risque de nous emmener un peu loin. Mais pour redire ce que j'ai dit, le problème de l'explicabilité, il tient à des problèmes mathématiques fondamentaux qui ne sont pas ce que vous entendez là, qui est le problème qui sont liés à un théoricien important qui a donné forme au support vecteur machine, qui est en fait un des éléments de ces appels, qu'on appelle la malédiction. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre les dimensionnalités, alors que ce qu'ont beaucoup fait les sciences sociales, c'était de diminuer les dimensionnalités. Une régression logistique, c'est d'essayer de diminuer les dimensions des données pour faire un modèle extrêmement simple sur lequel on va, toutes choses étant égales par ailleurs, la formule, on a égalisé les effets du sexe, de l'âge, de la province, et on essaye d'avoir la corrélation pure entre la variable A et la variable B, toutes choses étant égales. Donc on réduit. Or, ce qui se joue dans ces nouvelles techniques, c'est d'ouvrir les dimensions. Et donc, c'est vertigineux parce qu'on ne sait plus comment ça fonctionne. Mais il y a toujours, de la corrélation qui a lieu. Et pour... bon, ce sera un débat très long, mais pour redire, moi je crois que les sciences sociales ont intérêt à l'utiliser. D'abord, elles ont un intérêt qui est assez compliqué, mais qui est assez ancien, qui est assez typique. C'est que d'une certaine manière, les techniques statistiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui ressemble à ce que les sciences sociales ont appelé, et les statisticiens, analyse des données, John Tukey, dans les années 60, et notamment tout ce qu'on appelle la classification, qui est justement un endroit dans lequel on garde, et les analyses factorielles de correspondance, on garde une dimensionnalité forte pour produire des clusters qu'on interprète nous-mêmes ensuite, en disant qu'il y a de la causalité à l'endroit où il y a juste des ressemblances et des assemblages de
de dimensions qui ont été écrasées sur un plan. Mais en fait, on le faisait déjà. Donc les sciences sociales ont cette habitude déjà de plaquer une interprétation sur des données multidimensionnelles. D'une certaine manière, ce que sont en train de faire ces calculs, c'est évidemment sur des millions de dimensions, au lieu d'en avoir 50 ou 100 comme on a dans une factorielle de sociologues classiques, sont en train de refaire cette chose-là. Et donc je crois que sous ce rapport-là, c'est assez intéressant, même si certaines techniques statistiques utilisées par les informaticiens ne seraient pas aujourd'hui acceptées dans des articles, dans des revues de sciences sociales traditionnelles en sociologie. Mais moi je pense que ça va venir progressivement, mais il va falloir bien documenter ce qu'on est en train de faire, parce que si vous dites les informaticiens n'ont pas de problème, par exemple ils ont un échantillon dans lequel ils ont le sexe pour 15% de l'échantillon, ils font un modèle sur les 15% et puis ils vont étiqueter tout le reste de leur échantillon, alors, masculin, féminin, peut-être neutre, on ne sait pas, alors qu'ils n'ont pas l'information, donc ils vont le faire juste en projection de modèle comme ça. On peut le faire en sciences dures. Je pense que c'est un peu difficile de faire passer ces arguments dans des articles de sociologie. Ça va venir. Voilà. Mais il va falloir mettre de beaux encadrés méthodologiques autour. Et merci beaucoup pour cette communication qui est toujours passionnante, même si on écoute, on lit, mais on est toujours passionné. Et moi, je pensais, quelle est votre position par rapport à ceux qui disent que finalement, cette question des algorithmes, parmi d'autres aussi, est finalement un symptôme du fait qu'il y aurait une sorte de pouvoir de plus en plus dépossédé, en quelque sorte, un pouvoir qui est non intentionnel, non humain, du moins. Donc vous montrez bien qu'il y a des négociations, très compliqué. La question, par exemple, du fait que Google a enlevé les mots juifs des recherches montre que les choses ne sont pas si simples que ça. Mais en quelque sorte, on a de plus en plus ces pouvoirs de la machine, non, où la machine fait quelque chose qui est indépendant de ce que les ingénieurs avaient prévu au départ. Et je pense que c'est la question de l'apprentissage non supervisé. Non, la machine fait quelque chose qu'on ne lui avait pas demandé de faire, va ailleurs. Et donc c'est comme si la machine avait un pouvoir qu'on lui a donné peut-être, mais et ce pouvoir, c'est une manière aussi très probablement de représenter la société de manière probabiliste, je suppose. Non, donc je pense que c'est la question de la computation, donc du fait qu'on nous voit de manière probabiliste. Et je sais pas, il y a un artiste qui travaille sur ça, par exemple, qui s'appelle Tony Horsler, un artiste britannique qui travaille sur les eigenfaces, les vecteurs de reconnaissance faciale. Non, et donc il regarde comment ces vecteurs créent des portraits des hommes, des portraits qui en fait ne correspondent pas du tout à la réalité, et c'est juste une moyenne construite par la machine. Voilà, bon, je veux juste savoir quelle est... Si tu veux, ta question, moi j'ai envie de dire, mais c'est parce que moi je ne sais pas me projeter dans le long terme. C'est vrai que dans le long terme, peut-être cette question se posera, mais moi il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question. Voilà. Aujourd'hui, ces machines, elles sont bien faites par des entreprises, par des humains, et la question du pouvoir, elle se pose de façon assez traditionnelle autour de ceux qui les fabriquent. Agiter le spectre de l'autonomie de ces machines, qui soit totalement décorrélé de ces concepteurs, de l'intérêt multiple de ces concepteurs, bon, je sais que ça remonte beaucoup avec l'intelligence artificielle, avec le thème, là, etc., mais c'est quand même de la science-fiction. L'apprentissage non supervisé, ça n'existe pas aujourd'hui. Il est supervisé la plupart du temps, et quand on dit non supervisé, c'est du semi-supervisé, mais en fait c'est supervisé. Et je pense qu'il faut être très attentif, mais c'est peut-être moi ma réponse d'enquêteur près du terrain, c'est-à-dire pas du côté des transhumanistes qui racontent n'importe quoi et qui sont repris par tout le monde, les journalistes, etc. Mais c'est d'enquêter auprès des gens qui les fabriquent. Donc moi j'ai fait un débat la semaine dernière, à Facebook avec Yann Lequin, qui est donc le fameux... voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, bon, d'abord il dit le transhumanisme, voilà,
c'est pas dans les laboratoires, c'est pas dans leur tête. Et il dit, moi, bon, ils arrivent à faire des choses incroyables. Hein, c'est incroyable ce qu'ils font. Et il dit, j'ai devant moi, j'ai une montagne. Je vais mettre 5 ans à la gravir. Cette montagne, c'est d'arriver dans le supervisé à faire de l'apprentissage sur la fonction d'apprentissage. Mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière la montagne. Hein. Et quand je vais avoir gravi cette montagne, ça va nous prendre 5 ans, ça va nous prendre 10 ans, on va commencer à voir le paysage. Mais la manière dont on va gravir la montagne va changer le paysage qui est derrière. Et puis ensuite, il va y avoir une vallée, puis il va y avoir une nouvelle montagne, puis il va y avoir une nouvelle montagne. Et donc on est en train de se poser des questions dont personne ne voit exactement la nature, alors que l'état actuel des techniques n'est pas du tout dans l'autonomie non supervisée des machines de science-fiction transhumanistes. Quand on nous dit aujourd'hui les bots conversationnels, ils sont complètement idiots, ils sont scriptés. C'est bien, ça fait des trucs, ça prend des billets de train, ça fait de la conversation, mais on est à 10 milieux de la forme de la conversation. Donc je pense c'est un truc très intriguant parce que je vois bien que la question ne cesse de se poser et puis que tout le monde est fasciné par on voit comment les journalistes reprennent des informations sans regarder la technique qui est derrière. 2 agents conversationnels ont inventé entre eux un langage secret pour se parler de façon cryptée. On a entendu ça partout, vu partout. Si vous regardez l'article scientifique qu'il y a derrière, c'est juste un truc de crypto pour faire discuter deux artefacts. C'est rien d'original. On est très très loin de la représentation qu'on se donne. Donc je ne sais pas pourquoi on a besoin de cette projection vers une sorte de pouvoir, de l'autonomie des machines. Je finis avec, parce que moi je cite beaucoup, j'adore cette expression, je pense qu'il dit exactement la même chose que Yann LeCun, et c'est son équivalent anciennement à Baidu, il vient de quitter Baidu, il s'appelle Andrew Ng, il a créé Google X, c'est un des cadors du machine learning, et lui il a dit cette phrase qui est parfaite, en fait, mais qui dit la même chose que la métaphore des montagnes de LeCun. Il dit je me poserai la question de la machine autonome prenant des décisions pour éventuellement faire disparaître les humains ou je ne sais quoi, le jour où on se posera la question de la surpopulation sur Mars. C'est la même métaphore. C'est-à-dire, on ne sait pas aller sur Mars, mais on est déjà en train de se poser la question de la surpopulation. Et ce à quoi pourquoi j'aime beaucoup ça? Parce que ça, c'est toute l'histoire des sciences. C'est que quand on a réglé un problème, on a configuré différemment les problèmes suivants qui vont suivre. Et que donc la trajectoire de la solution qu'on va trouver pour régler le problème pose complètement différemment le problème à venir qui va ensuite poser des problèmes à venir. Donc ce chemin en fait de l'innovation et de l'invention et de la découverte scientifique, il va prendre des trajectoires qui ne sont sans doute pas du tout celles qu'on imagine aujourd'hui en faisant des exercices de pensée qui sont intéressants, mais qui restent des exercices de pensée. On est obligé de terminer, Dominique, mais je vais quand même te poser une dernière question. Ce que tu as écrit à propos du PageRank, c'est-à-dire le PageRank est une machine morale, on peut le dire aujourd'hui de plusieurs d'autres algorithmes. On peut le dire de l'AgeRank de Facebook, on peut le dire de l'algorithme de YouTube, on peut le dire des algorithmes des sites de rencontres. Et parmi ces valeurs produites par les algorithmes et nos comportements, les deux choses ensemble, jamais les dissocier, je trouve les unes des autres. Mais parmi ces valeurs, là, une valeur dont on a parlé d'ailleurs aujourd'hui à l'école, la valeur de l'affinité, qui est au cœur des algorithmes des sites de rencontres, qui est au cœur de l'algorithme qui liste mon fil d'actualité sur Facebook et de beaucoup d'autres algorithmes encore. Or, cette valeur de l'affinité, d'une affinité donc aussi façonnée, réfaçonnée, pourrait être une sorte ou pourrait nous amener vers une sorte de domestication des conflits sociaux, plus ou moins apparente. Est-ce qu'il y a donc le risque que les conflits sociaux puissent disparaître du plan de la représentation, où c'est tout homophile, où c'est tout homogène, où c'est tout vers justement cette affinité, pour aller où donc? Pour aller dans une zone hors de notre contrôle, dans une zone, pour ainsi dire, hors médiatique, où ça pourrait être une authentique manière de gérer les conflits sociaux, de les domestiquer, avec ces systèmes d'affinité généralisés. Alors oui, c'est sophistiqué la question. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement, parce que je vais voir la réponse, tu vas voir la réponse, on discutera après. Mais
Moi, ce que j'ai effectivement, peut-être tu as raison, ce que j'essaye de dire, c'est que les algorithmes enferment des principes et qu'ils ont des principes assez différents. La popularité, elle est très nation, en fait. Elle dit le public, c'est une nation, puis on voit ce qui est plus populaire. L'autorité, elle est très dans les vertus qui nous vient de l'univers académique, en fait, etc. Et la réputation et l'affinité, évidemment, sont venues, elle est très dans l'idée d'une société des ressemblances. Oui. Donc c'est dans ce sens-là les affinités. Et moi, il me semble que la valeur qui vient beaucoup, et c'est là la transformation, et qui est en train, d'une certaine manière, d'abîmer toutes les autres valeurs. Mais elle l'abîme avec notre complicité d'individus, c'est l'utilité. En fait, c'est qu'aujourd'hui, les réglages dont on a parlé, les fameuses fonctions d'objectif, c'est d'être utile aux gens. Donc en fait, l'algorithme se règle sur le fait qu'on clique, que ça marche, qu'on écoute la musique, qu'on achète le truc, qu'on a été guidé au plus rapide au lieu de destination du GPS. Donc il y a cette idée constante finalement de mettre une sorte de fonction utilitariste complètement dans cette affaire-là. Alors, une manière de répondre à ta question serait de dire que l'utilité est en train, en fait, en individualisant complètement la prédiction pour les gens, elle est en train d'éroder le fait que dans l'affinité, il y a de la désutilité. Dans l'autorité, il y a aussi de la désutilité. Dans la popularité, mais on pourrait défendre la popularité. Regarder sur TF1, même si ce n'est pas bien, ça me permet de voir ce que la France est en train de regarder. Hein, voilà. Donc, on est en train de dire, non, tu ne vas pas regarder TF1 parce que ce que tu as l'habitude de regarder, c'est ça, ça, ça. Donc, on va te remettre les trucs utilitaires. Et donc, il y a quand même cette dynamique de l'utilité qui vient un peu, voilà, tout refaçonner. Alors, dire que l'affinité soit aussi une valeur qui est très centrale, c'est sûrement vrai. Capable un peu de domestiquer les conflits sociaux, bon, alors ça, il faudrait... Ou de les cacher, peut-être. Ou de les cacher. Moi, je pense, l'affinité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait du zoning. Voilà. Elle nous met dans des espaces de ressemblance. Et ça, moi, je trouve que nos sociétés, mais je dis ça, on pourrait le dire pour le web, mais on pourrait le dire, le livre de Michel Lusseau là, sur les hyperlieux dit ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, elle crée du zonage de population et elle fabrique des systèmes affinitaires dans lesquels les chances d'être confrontés à une altérité très différente diminue relativement. Alors, je suis quand même super prudent sur cet argument parce que moi, j'ai un autre argument auquel je tiens beaucoup et qu'il faut toujours rappeler parce qu'il est contre-intuitif, c'est que le réel est affinitaire, il est codé socialement beaucoup plus que le monde virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on est sur Internet, on a plus de chances de voir des choses qu'on ne voit pas dans la vraie vie, des choses qui sont différentes, des choses, etc., que dans la vraie vie. Même si on a toujours l'impression de dire c'est l'Internet qui nous enferme. Là, actuellement, on est dans les bulles d'Internet. En fait, en réalité, les chances de multiplier des opportunités affines ou non affines sont quand même plus fortes dans le monde numérique qu'elles ne sont dans la réalité, surtout avec les transformations urbaines qui ont lieu aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique. Il y aura encore pas mal de questions à poser, mais on n'a pas le temps de les faire. Je me dois de remercier Marion Liewig et Denis Chaumel. Je vais oublier de remercier d'ailleurs Matteo Treliani, qui est consultant scientifique de notre séminaire. Je remercie encore Dominique Cardon d'avoir été avec nous ce soir. Envers derrière l'écran vous attend le 18 mai, donc c'est le jeudi prochain chez Numa, et après pour la toute dernière séance le 8 juin à l'espace 71 à Montreuil. Donc on est toujours de plus en plus itinérant, donc faut suivre, faut venir avec. Merci beaucoup et bonne soirée, merci.